À l'issue du troisième bloc que nous avons consacré aux variétés berbères en danger en nous appuyant sur les travaux rigoureux de Mohamed El Idrissi, chercheur en linguistique spécialisé dans les parlers du sud-oranais, nous achevons ainsi notre exploration des aspects phonologiques, dialectologiques et sociolinguistiques de ces langues menacées. Ce bloc nous a permis d'aborder des thématiques essentielles telles que la transmission intergénérationnelle, les dynamiques de revitalisation en diaspora et la diversité linguistique au sein du monde amazigh. Nous poursuivons désormais notre parcours analytique avec l'ouverture d'un quatrième bloc qui portera cette fois sur les dimensions politiques, identitaires et historiques du mouvement amazigh contemporain. Pour ce faire, nous nous appuierons principalement sur les travaux de Bruce Maddy Weitzman, spécialiste du monde arabo-berbère, et plus particulièrement sur son ouvrage The Berber Identity Movement and the Challenge to North African States. Ce livre constitue une référence majeure pour comprendre les revendications identitaires amazighes dans un contexte géopolitique marqué par la centralisation étatique, les politiques d'uniformisation culturelle et les tensions entre pluralité linguistique et idéologie nationale. L'auteur y analyse de manière approfondie l'émergence et l'évolution du mouvement berbère, en mettant en lumière ses interactions avec les États d'Afrique du Nord, ses stratégies d'affirmation identitaire, ainsi que les enjeux liés à la reconnaissance culturelle et linguistique. Ce quatrième bloc nous permettra donc de dépasser l'approche strictement linguistique des blocs précédents pour explorer les articulations entre langue, identité, mémoire collective et pouvoir politique. Il s'agira d'interroger la manière dont les Amazighs, à travers des mobilisations sociales, culturelles et institutionnelles, ont tenté, et tentent encore, de se réapproprier un espace symbolique au sein des sociétés nord-africaines contemporaines. Maintenant, vous êtes prêts? Je crois que c'est prêt pour ce quatrième bloc. Ok, alors c'est parti. L'idée de la centralité des Berbères dans l'histoire et la société nord-africaine semble tellement évidente qu'on pourrait se demander pourquoi il est nécessaire de la formuler. Après tout, qu'est-ce que l'histoire d'une région, sinon celle des peuples qui y ont vécu? Mais dans le cas des Berbères, les choses ne sont pas si simples. Sur la base de preuves préhistoriques limitées, leur existence collective, centrée sur les tribus et parlant diverses variantes d'une langue commune, ne peut être considérée que comme une hypothèse raisonnable. Les variantes de leur langue ont été transmises jusqu'à récemment presque exclusivement par voie orale, et leur histoire a traditionnellement été écrite du point de vue d'autrui, qui les décrivait généralement comme des semi-sauvages nécessitant une main civilisatrice. Ils apparaissent dans les annales grecques et romaines sous divers noms, notamment africains, numides et maures, ainsi que sous un certain nombre de désignations tribales, et comme des barbares, barbarois, aux côtés d'autres peuples hors de l'Empire. En tant que collectif berbère, ils furent pour la première fois intégrés dans les récits historiques par les chroniqueurs des armées arabo-musulmanes conquérantes au 7e siècle. Le mot arabe barbare, parlé bruyamment, bredouillé, apparenté à barbarois, fut appliqué au peuple dont la langue paraissait étrange, d'où le nom berbère. Au Moyen-Âge, 6 siècles plus tard, le grand écrivain arabe nord-africain Ibn Khaldoun éleva les Berbères au rang de race, nation, leur conférant un statut égal à celui des autres grandes nations du monde. Au XIXe siècle, les administrateurs et savants coloniaux français ravivèrent cette construction, tombée en désuétude, afin de distinguer les Berbères des Arabes et ainsi mieux asseoir leur domination. Aujourd'hui, le terme est considéré par de nombreux Berbères comme péjoratif et, à mesure que leur conscience ethno-nationale moderne s'approfondit, il est de plus en plus remplacé par Amazigh, littéralement homme libre, pluriel Imazighen, féminin singulier Tamazight. Tamazight désigne également la langue berbère, à la fois dans sa variante spécifique parlée par les Berbères du Moyen Atlas et désormais de façon plus large pour désigner l'ensemble des locuteurs berbères.
On distingue 3 principaux dialectes berbères au Maroc, enracinés dans 3 régions distinctes, du sud-sud-est au nord. Le Tachelite, parlé par environ 8 millions de personnes, et le Tamazight et le Tarifite, chacun parlé par environ 3 millions de personnes. L'Algérie possède 2 variantes principales et 4 variantes plus petites. Takbaylite, de la région de Kabylie, parlé par 5 millions de personnes. Chaoui, de la région des Aurès, au sud-est de la Kabylie, parlé par 2 millions de personnes. Tamzabite, parlé par les 200 000 musulmans ibadites de la vallée du Mzab, dans le sud, autour de Gardaïa. Znati, groupe dialectal de 150 000 personnes dans la région du Touat-Gourara, au sud-ouest du pays, dans l'oasis du Sud-Oranais à la frontière marocaine, et dans la région d'Ouargla à l'est du Mzab. Tachenoui, dans les monts Chénois, et Zakar à l'ouest d'Alger, parlé par 100 000 personnes, et Taméchek, le dialecte d'environ 100 000 Touaregs d'Algérie, les Touaregs nomades du Grand Sud. Plus d'1 million de Touaregs vivent dans le Mali et le Niger voisin. Ces nombreux dialectes, ainsi que ceux parlés en Libye, en Tunisie et dans l'oasis de Siwa en Égypte, sont généralement considérés comme des variantes d'une seule et même langue, appartenant à la famille des langues afro-asiatiques, autrefois appelées chamito-sémitiques. Certains militants amazighs contemporains sont profondément offensés non seulement par le terme berbère, mais aussi par Maghreb, qu'ils perçoivent, non sans raison, comme une énième manifestation de leur statut politiquement, socialement, culturellement et historiquement subordonné. Leur réaction est encore plus vive lorsque le terme Maghreb est associé à arabe, comme ce fut le cas avec la création en 1939 de l'Union du Maghreb arabe, Ittihad al-Maghrib al-Arabi, regroupant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Le terme préféré du mouvement culturel amazigh est Tamazgha, désignant le territoire qui s'étend à l'ouest de l'Afrique du Nord, depuis l'oasis de Siwa, dans le désert occidental égyptien, jusqu'à l'océan Atlantique, incluant aussi les îles Canaries et englobant une large partie des terres sahéliennes. Aussi bien Ibn Khaldoun que les administrateurs coloniaux français et les historiens qui allaient suivre les traces du premier, un demi-millénaire plus tard, ont souvent été frappés par l'incapacité du Maghreb à se constituer comme centre social et politique durable à long terme. Pour des penseurs comme Robert Montagne ou Charles-André Julien, cela s'expliquait par la tendance prétendument innée des Berbères à la rébellion et à l'anarchie, perçue comme une menace constante contre la société sédentaire. Cependant, ces tendances, enracinées dans le particularisme tribal et villageois, étaient aussi perçues comme la source même de l'essence berbère face aux puissantes civilisations conquérantes. Ce type d'analyse, axée sur des thèmes métahistoriques et des concepts problématiques tels que le caractère national ou la mentalité collective, est largement dépassé aujourd'hui, car considéré comme réducteur et fixant de manière rigide les différences entre les groupes. En dépit des apports précieux de l'ethnographie et de l'histoire française, leur instrumentalisation par le projet colonial, notamment en réifiant une essence berbère pour distinguer les bons berbères des arabes récalcitrants, a clairement déformé une réalité bien plus complexe. Cela n'a pas seulement échoué sur le plan politique, mais a aussi contribué à délégitimer toute reconnaissance de la spécificité berbère dans les discours et pratiques nationalistes émergents. L'identité arabe moderne, d'abord portée par les intellectuels puis, à partir de l'entre-deux-guerres, par les mouvements nationalistes dans l'ensemble du monde arabe, a placé la langue arabe au centre du projet identitaire. En Algérie et au Maroc également, à partir des années 1930, l'arabité et les liens avec l'Orient arabo-islamique sont devenus des éléments fondamentaux des mouvements nationaux respectifs, sans toutefois remettre en cause la légitimité de l'État territorial en tant que tel, contrairement à ce qui s'est parfois produit au Machrek. En Algérie, la subordination et la délégitimation de la spécificité berbère
se sont manifestés très tôt, dès la crise berbériste de 1949. Bien que marginale dans l'évolution générale du mouvement national algérien, cette crise illustrait clairement la manière dont les divergences ethniques entre berbères et arabes pouvaient être instrumentalisées par des courants politiques rivaux. Les membres de l'association des oulémas algériens furent particulièrement virulents, condamnant la langue berbère comme inférieure, vulgaire et dégénérée en comparaison de l'arabe, langue de Dieu incarnée dans le Coran, malgré l'écart immense entre l'arabe classique et l'arabe algérien parlé. Cette attitude n'était pas sans rappeler les tendances européennes visant à imposer une langue écrite haute, standardisée, avant de lui conférer une prétendue autorité naturelle, selon une idéologie linguistique souvent associée à Johann Gottfried Herder. Cette idéologie s'est maintenue en filigrane pendant la guerre d'indépendance algérienne, 1954-1962, a perduré après l'indépendance et s'inscrit dans un phénomène post-colonial plus large en Afrique, où les groupes ethniques marginalisés ont été davantage relégués au profit des visions des nouveaux pouvoirs en place. Bien que les dynamiques du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne diffèrent profondément, on observe certains parallèles. Au Maghreb, cette marginalisation a concerné l'Algérie comme le Maroc. Dans les deux cas, les élites au pouvoir ont promu leur propre vision de l'État et de la nation, au détriment de forces sociales importantes. Malgré la différence radicale entre les régimes marocains et algériens, leurs formules de légitimation des 50 dernières années ont en commun l'accent mis sur la lutte héroïque contre le colonialisme et sur l'appartenance au nationalisme arabe. Ainsi, durant les premières décennies de l'indépendance, les gouvernements ont adopté des politiques éducatives et culturelles visant à faire de l'arabe un outil pleinement fonctionnel dans tous les domaines de la vie, en parallèle d'une volonté d'alphabétisation de masse. L'arabe, en tant que langue moderne imprimée, devait supplanter le français, enraciné comme langue de l'administration et de la vie publique durant la colonisation. Mais le tamazight, et plus encore sa variante kabyle, le takbaylite, fut également une cible, car il ne correspondait pas à la vision d'avenir des élites algériennes. Comme d'autres régimes républicains post-coloniaux, l'Algérie indépendante a misé sur l'ingénierie sociale pour façonner l'individu et la société. Le parti de l'Istiklal au Maroc a tenté une démarche similaire, sans jamais réussir à dominer pleinement le système politique. À l'instar d'autres monarchies du Moyen-Orient, le palais marocain s'est plutôt comporté en arbitre suprême de la société qu'en force de transformation. Néanmoins, quelle que soit la différence entre les systèmes politiques marocains et algériens, les aspects berbères de leur société, culture et histoire ont été largement négligés, même si le processus de consolidation étatique et d'intégration économique dans un marché national unique progressait inexorablement, entraînant les Berbères eux-mêmes dans leur orbite nationale. Pendant longtemps, cela n'a pas semblé poser problème. La monarchie alaouite marocaine, dite chérifienne, et le régime algérien dirigé par le Front de Libération Nationale, FLN, reposant sur le parti unique et l'armée, sont parvenus à imposer leur hégémonie en écartant les forces politiques concurrentes. Le roi du Maroc, Hassan II, a survécu, de justesse, à 2 tentatives de coup d'État militaire au début des années 1970 et a été remplacé après sa mort en 1999 par son fils aîné, Mohamed VI, dans un processus pacifique et ordonné. Le modèle de construction étatique algérien semblait plus efficace que celui du Maroc durant les premières décennies de l'indépendance. Mais l'épreuve brutale qu'il allait connaître fut bien plus dramatique. À partir de la fin des années 1980, une grave crise économique et un profond malaise social poussèrent une partie des élites politico-militaires au pouvoir à tenter une expérience démocratique radicale, mais mal préparée,
qui s'effondra au début des années 1990 et déboucha sur un conflit sanglant entre les autorités et une insurrection islamiste militante, entraînant environ 150 000 morts et d'innombrables dommages au tissu social. Mais, tout comme la monarchie marocaine avait réussi à maintenir sa suprématie sur la vie politique nationale, les élites politico-militaires algériennes parvinrent, elles aussi, à surmonter le défi islamiste et à renouveler leur autorité sur la société algérienne. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'a plu, et si tu veux en savoir plus sur tes ancêtres Amaziques bien sûr, ou si tu es simplement un étranger qui s'intéresse à l'histoire de ces populations-là. Je vous remercie d'avoir regardé la première partie dans son intégralité. D'autres épisodes sont à venir, enfin, je l'espère. Bien sûr.